Je voulais qu'on revienne un peu sur la commission d'enquête et notamment sur l'audition de monsieur Arnaud Rérol, puisque on a beaucoup parlé de Pierre-Edouard Sterin, ce qui est bien normal, mais donc on l'a dit, il n'était pas là, il ne s'est pas rendu à cette commission d'enquête. Mais il y a le patron de Périclès qui est venu, qui est donc le bras droit de Pierre-Edouard Sterin, qui n'est donc pas n'importe quel pimpin, quoi. Il a du pouvoir, il a le bras long. Et donc, vous l'avez interrogé pendant à peu près 3 heures. Moi, je voulais savoir ce que c'était que cette structure Périclès, parce que dans le document, c'est pas clair. Et dans le document, il est dit que il faut... Alors, c'est dit que c'est créé à la fois par le Fonds du bien commun et par Otium Capital, et qu'il faut assez rapidement libérer ces deux structures de Périclès pour le protéger juridiquement et sur la réputation. Donc... Moi, j'aurais bien aimé savoir, et j'aurais bien aimé notamment faire venir Durvy et Rostu, qui sont donc Otium et Fonds du bien commun, pour savoir ce travail de mise en place du dispositif. Mais là, moi, ce que j'ai réussi à... Je pense que c'est inédit dans la commission d'enquête, c'est qu'à un moment donné, je lui pose la question de savoir c'est quoi la structure, et il dit c'est une SAS, d'accord, une SAS, mais détenue par qui? Détenue par une holding. Et je le lâche pas pour savoir quelle holding. Et il finit par répondre que c'est donc Graal, qui est une holding qui est en Belgique. Alors vas-y, de nouveau, voici des patriotes qui ont des holdings en Belgique. Tout ça commence à quand même être un peu, enfin je sais pas, mais je pense même y compris normalement. Enfin moi je me dis que des gens qui votent à droite ou à l'extrême droite, ils doivent avoir un minimum de réflexion sur, bon d'accord, si un type essaye de me faire voter pour la droite et pour l'extrême droite, mais lui-même fuit l'impôt, je sais pas, essayer de connecter les idées. Qu'est-ce qu'il peut bien essayer de faire en vous faisant détester votre voisin ? À quoi ça sert exactement de vous faire détester votre voisin qui n'aurait pas la bonne couleur de peau ou pas la bonne religion à ses yeux ou pas la bonne orientation sexuelle ou je ne sais quoi. Enfin, vous faire détester la terre entière et vous faire acheter des barrières, des caméras de vidéosurveillance et avoir peur. À quoi ça sert historiquement les gens qui essayent de faire peur ? Bah, ça sert toujours plus ou moins à faire la même chose, ça sert à faire voter contre ses intérêts ou en tout cas à faire agir contre ses intérêts matériels. Donc, voilà, moi, cet élément-là, c'est un truc intéressant. Mais en même temps, bah, c'est pareil. Du coup, j'ai tiré un fil. Youpi, j'ai un poisson au bout. J'aimerais bien aller ouvrir le poisson, regarder à l'intérieur des intestins. Et bon, non, je vais pas faire ça parce qu'on est contre la souffrance animale. Mais voilà, je voudrais en tout cas savoir ce qu'il y a vraiment au bout de la ligne, quoi. Oui, d'autant qu'en regardant, on voit que cette holding et cette entreprise sont créées en janvier 2025. Donc, toutes les questions, disons, qui pouvaient exister au préalable, sur comment, par exemple, l'année dernière, comment ça a fonctionné, comment l'argent est arrivé ou pas, reste posé, quoi. Autre chose qu'on a pu découvrir à l'occasion de cette audition, c'est notamment sur les médias, au bout d'une forme de processus de questionnement, de révélation, vous êtes parvenu à arracher le fait que Périclès avait aidé Frontières. C'est aussi l'information qui est peut-être pas encore qui est arrivée en fait à la fin de l'audition. Tout le monde n'avait peut-être pas regardé. C'est peut-être pas resté assez inscrit dans les mémoires. Voilà. Enfin, c'est quand même un truc assez important aussi. C'est donc ce qu'ils font, c'est qu'ils aident. Là, ils disent qu'ils ont aidé à une campagne de communication. Alors moi, j'ai un petit sujet, mais c'est effectivement, même moi, c'est comme on a eu des éléments qui étaient des énormes trucs, moi, mon soupçon, mais que j'aurais bien aimé pouvoir étayer avec des documents et des éléments de preuve, c'est que, comme ils disent qu'avec Périclès, ils veulent discréditer des adversaires. Frontières a fait un magazine entier sur la France insoumise, où la une, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a l'air effrayé, je sais pas quoi, et puis on est censé être, je sais plus quoi, alors pardon, j'oublie la liste, ça me fait rire à force, mais on est censé être islamiste et des trucs comme ça, comme d'habitude, quoi. Et je me dis, ils ont payé une campagne d'affichage, en kiosque, dans à peu près tout Paris. Je sais pas s'il y avait d'autres villes qui étaient concernées, mais en tout cas, à Paris, c'est sûr que c'était affiché sur les kiosques pendant plusieurs jours. Ça coûte un fric monstrueux de faire ça.
Moi, j'aimerais bien savoir d'où ça vient cette campagne. Est-ce que ça a été justement un financement Périclès ou pas et je pense qu'il y a matière à aller creuser pour obtenir des documents. C'est pour ça que ça serait intéressant qu'il puisse y avoir une commission d'enquête dédiée. C'est pour ça qu'ils ont très peur, d'ailleurs, à mon avis. Sterrin, ses manœuvres dilatoires, elles visaient, je pense qu'il le sait, elles visaient à faire en sorte que la commission d'enquête s'arrête. Et ben voilà, c'est fini. On n'a plus des pouvoirs de rapporteurs, on ne peut plus aller enquêter, on ne peut plus les convoquer, on ne peut plus leur poser des questions. Donc, il se dit, je les ai bien eus, quoi. Moi, j'aimerais bien que la représentation nationale se fasse respecter, mais je pense qu'on va y arriver. J'ai bon espoir qu'on y arrive, vraiment. Alors, à la fin de l'audition, Arnaud Rérol a précisé aux journalistes, mais donc hors serment, libéré de ses obligations de serment, que c'était pas ce numéro sur leur. Okay. Il l'a présenté, il l'a dit en plaisantant, bien sûr. Enfin, je veux dire, ça l'amusait de faire cette précision que c'était pas le numéro de frontière sur la LFI qui l'avait aidé. C'était un numéro précédent l'année dernière. Non, mais voilà, je le dis. Mais c'est hors commission, donc il était délié de ses obligations, disons, de sous serment. Tu veux continuer ou sinon j'ai une question mais... Vas-y. Moi, je pense qu'il faut qu'on aborde aussi les questions. Il y a une question de fond qui a été, elle aussi, l'objet d'une petite passe d'armes entre vous. C'est autour de ces baromètres. Enfin, on sait que là, c'est un vrai sujet. C'est un sujet vraiment. C'est pas simplement donner quelques milliers d'euros à tel ou tel média ou voilà. C'est l'organisation effectivement du débat politique. Donc à travers cette ambition de Périclès de créer éventuellement de racheter un institut de sondage, de créer des baromètres. On peut aussi te passer un petit passage si tu veux. Monothématique. Bah oui, si on peut passer le. Ouais. Là, c'est assez flippant. Ouais. Permis la possibilité de dire les opinions que vous défendiez. Donc sur celle-ci en particulier, je trouve qu'il est assez intéressant que le directeur de Périclès dise si vous estimez qu'il y a un lien entre islam et insécurité. Et quel est le problème ? Le problème est de savoir si je suis chrétien. Le problème est d'être chrétien ou le problème est que je m'intéresse à l'islam ? Je pose une question simple qui appelle une réponse par oui ou par non. Donc j'aimerais savoir si vous pensez qu'il y a un lien entre islam et insécurité. Je pense qu'on peut à la fois s'intéresser à l'islam, s'intéresser à l'insécurité, s'intéresser au lien entre l'islam et l'insécurité en France. Donc pour vous, la réponse est oui. Ma réponse est que réfléchir au lien entre l'insécurité en France et l'islam est quelque chose de tout à fait pertinent sauf si vous considérez qu'il est interdit de s'interroger sur cette question, dans ce cas-là, c'est autre chose. C'est un extrait assez parlant. C'est un extrait très très court parce qu'effectivement il y a un long échange en fait dans lequel vous êtes, vous développez. Peut-être on va vous laisser d'ailleurs le faire d'ailleurs parce que effectivement cette question, il y a donc 3 baromètres qui sont évoqués par Périclès. Un baromètre, je crois, sur l'extrême gauche, un baromètre sur l'immigration et un baromètre islam et insécurité. Et vous avez relevé cette addition de l'islam et de l'insécurité dans un seul baromètre. Et donc, vous expliquez aussi le caractère absolument dangereux et complètement anti-scientifique. Enfin, je veux dire, ça n'a aucune valeur. C'est pas démontré par les sciences sociales et ça, vous le faites de manière appuyée pendant la commission. Et donc, pourquoi... cette réponse est très éclairante parce qu'effectivement, il défend tout à fait cette conception d'un tel baromètre. Il essaye en plus de ramener ça sur un terrain en disant, mais c'est vrai que le terrain du chrétien de Périclès. On rappelle que dans Périclès, il y a chrétien. C'est une dimension évidemment très importante avec Pierre-Édouard Sterrin. J'imagine que, tout le monde le sait que c'est pour lui une dimension assez cardinale dans son engagement. C'est le cas de le dire. Voilà, je me permets. Donc, voilà, vous avez voulu tenter de mettre ça en avant. Et qu'est-ce que vous pensez du coup de cette réponse et de cet échange rétrospectivement ? Déjà... Pierre-Édouard Sterrin, il dit il a pour ambition de devenir saint. Et il dit c'est un super driver. Vraiment, devenir saint, c'est un driver. Je dois dire que je ne m'attendais pas à une telle phrase, mais enfin bon. Donc, il y a
chez Stérin et chez Périclès, l'idée du choc des civilisations je perds son nom là, de Huntington. C'est vraiment cette idée-là. Il y a un affrontement entre un monde occidental et un monde oriental, entre le christianisme et l'islam, et donc à la fin ça va finir en guerre, et puis voilà, on va recommencer les guerres de religion. Et d'ailleurs c'est ce que je lui dis à un moment donné, je lui dis est-ce qu'il n'y a pas une logique de guerre de religion dans ce que vous faites? Et dans cette idée de baromètre, on est vraiment dans pour moi le cœur de ce qui est le plus dangereux de Périclès, parce que j'allais dire à la limite, je mets des énormes guillemets parce que ça ne me va pas non plus, hein, mais à la limite, faire une entreprise de je sais pas quoi, de conseil politique qui peut être un prestataire dans une campagne, mais qui soit un prestataire qui est orienté plus à droite qu'à gauche, bon alors so what, ça existe déjà, si c'est dans le cadre du financement de la campagne, pourquoi pas. Là on est dans autre chose, on est dans il n'existe pas de lien entre immigration et insécurité, entre islam et insécurité, et pourtant, sans arrêt, il y a des gens qui essayent de nous dire qu'il y aurait un lien entre immigration et insécurité, et là, nouveau truc, entre islam et insécurité. Donc, on voit que, comme ils n'arrivent pas à faire la démonstration scientifique que tout ça existerait, parce que c'est pas le cas, c'est-à-dire toutes les enquêtes scientifiques qui sont faites sur le sujet montrent qu'il n'y a pas de lien entre immigration et insécurité notamment. Comme ils n'arrivent pas à le démontrer, ils veulent passer par autre chose. Ils veulent passer par « les Français pensent que ». Et donc comme ça règle le problème. Bourdieu disait à propos des sondages, c'est d'ailleurs une des parties assez intenses de la commission d'enquête, mais Bourdieu dit en gros, avant on disait que Dieu avait dit c'est comme ça, et maintenant on dit l'opinion publique a dit, et puis pouf, allez hop, c'est réglé, l'opinion publique a dit. Et on le voit déjà en fait, des dispositifs sondagiers qui existent. Celui qui fait ça sans arrêt, c'est Bolloré, puisqu'il a racheté l'Institut CSA. Le JDD commande des sondages à l'Institut CSA qui sont publiés dans le JDD et qui sont commentés sur CNews et sur Europe 1, et on vous dit 68% des Français pensent que l'immigration est la cause de l'insécurité ou des trucs comme ça, quoi. Et ben ils veulent faire la même chose, mais avec des baromètres pour avoir un suivi, pour pouvoir dire ah ça monte, ah ça descend, ah je sais pas quoi, et que ça soit une actualité. En fait, ils veulent essayer de créer, de forger une actualité de non pas il y aurait un lien entre islam et insécurité, mais les Français pensent qu'il y a un lien entre islam et insécurité. Donc si les Français le pensent, c'est bien que ça doit être vrai, non, hein? Et on voit bien la logique, c'est-à-dire, ils disent dans le document qu'ils veulent ou racheter un institut de sondage, ou créer un institut de sondage, ou faire un partenariat particulier avec un institut de sondage, et ils disent qu'ils ont commencé des discussions avec l'IFOP. l'IFOP qui nous a dit que c'était pas le cas. Donc, sous serment, ils nous ont dit ça. Donc, c'est pareil, j'aurais bien aimé pouvoir creuser, voir s'il y avait des mails, des échanges, etc. Mais l'idée qui est derrière, c'est en gros de forger l'opinion, d'influencer l'opinion de manière malhonnête. Et ils ont créé une structure dédiée qui s'appelle Hexagone. Et Hexagone, ils filent du fric à Hexagone. Hexagone fait des sondages. Et là, par exemple, il y a eu un cas. Alors en plus, vraiment, on était vernis parce qu'ils faisaient toutes les bêtises en plein milieu de la commission d'enquête. Vraiment les champions du monde. C'est pour ça, moi, je suis assez optimiste parce que la bêtise est un facteur de l'histoire quand même aussi. Hein. Et les mecs, ils font un sondage pour lancer la candidature de Jordan Bardella. Du coup, ça hurle en interne de quoi ? Comment ça ? Vous avez testé Bardella, vous n'avez pas testé Le Pen ? Ils refont un sondage, mais pas avec le même échantillon. Enfin, n'importe quoi sur le plan scientifique. Déjà que c'est n'importe quoi de base. Mais là, ils ont fait vraiment la démonstration qu'ils voulaient utiliser les sondages comme des instruments politiques. Donc bon, moi, je veux bien que le président de la commission soit pas d'accord avec moi sur la partie sondage. Mais enfin, je dis aux gens qui seraient pas d'accord avec moi, allez regarder ce que je dis, et puis ensuite, on en discute. Parce que... Vas-y, Thomas. Non, mais oui, enfin, je pense qu'il y a d'autres aspects de Périclès aussi, mais qui sont liés, en fait. Un des aspects, les choses qu'on a apprises dans cette audition, c'est le classement des entités les plus aidées. Alors, d'après Arnaud Réroll, donc c'était Politicae, donc cet institut de formation, enfin qui organise des séminaires de 2 jours pour des futurs candidats au municipal, l'Institut de formation politique, qui est là une entité, enfin une école, un institut de formation qui a pignon sur rue depuis une vingtaine d'années, qui est quand même un carrefour de toute évidence de ces courants conservateurs, réactionnaires
et très qui font les passerelles entre les droites extrême et extrême droite depuis des années, avec Alexandre Peset notamment. Il y a l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, et ça, on peut peut-être s'arrêter une seconde là-dessus, parce que là aussi, c'est un instrument très puissant, parce qu'on lui donne, parce qu'on prend au sérieux, disons, ce que ces gens apportent à des médias. Hein. Enfin, alors nous, on prend pas ça très au sérieux, nous, mais d'autres médias quand même, y compris pas tous liés d'ailleurs à Bolloré. Hein. Oui. Je veux dire, il y a une forme de bollorisation ou stérilisation, je sais pas comment on va pouvoir dire, des médias qui va au-delà des questions simplement capitalistiques. Voilà, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie a fait une étude, entre guillemets, qui prétendait démontrer que 580 millions d'étrangers pouvaient demain arriver en France au titre du droit d'asile. Ils avaient droit, ils rentraient dans les critères du droit d'asile. Et donc, c'est une espèce d'agiter ce chiffre, évidemment, faramineux, de 580 millions de personnes. Ça sert évidemment à faire peur. Enfin, vous disiez tout à l'heure, il s'agit d'installer ce type de truc. Donc, c'est toutes ces opérations qui, au fond, s'accumulent, en fait. Je veux dire, elles sont. Ce qui est assez fascinant, enfin, nous, c'est quelque chose qui nous a frappé à l'humanité, c'est que finalement, il est question d'assez peu d'argent. Enfin, là, on parlait des entités les plus aidées. Donc là, c'est sans doute quelques centaines de milliers d'euros qui sont dépensés, mais pour la plupart des autres, celles qui sont affichées sur le site internet, c'est quelques milliers d'euros, en tout cas d'après ce que disent les uns et les autres. Puis surtout, quand on regarde l'activité concrète de ces entités, bon, c'est très modeste. Hein, il y a pas encore grand-chose. Même Florence Bergeau-Blaclair a été financée par Périclès, mais elle a une activité qui est personnelle. Au fond, elle a et puis elle est chercheuse à CNRS. Je ne sais pas si elle a besoin de beaucoup d'argent pour au fond créer un secrétariat, etc. Mais c'est vrai que cette manière de faire, c'est-à-dire donner peu d'argent, mais à beaucoup de gens, à beaucoup de monde, et comme il le fait aussi avec la philanthropie, ça commence à faire pas mal de gens. Qu'est-ce que ces gens deviennent? C'est assez frappant aussi de voir que pour aussi peu d'argent, finalement, les gens deviennent des obligés, servent finalement plus ce terrain et son projet politique que même, tout en s'en défendant, en disant, pour la plupart, moi, j'ai pas touché grand-chose. Je ne connais pas très bien Monsieur Sterrin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un vrai mystère pour nous. Alors, je ne sais pas si l'audition de Pierre-Édouard Sterrin aurait pu aider à percer ce genre de choses, mais voilà, qu'est-ce qu'il est en train de constituer au fond d'après vous, quoi. Moi, je pense que il voit vraiment la politique comme un marché comme un autre, qu'il y a des secteurs. Il y a, le secteur former les gens pour qu'ils soient efficaces, le secteur faire de la bonne communication, le secteur avoir des bonnes analyses électorales et de la bonne data. Ça, c'est un des sujets aussi. Hein. Le secteur, une série de secteurs comme ça. Et il se dit, sur chacun des secteurs, je vais essayer de mettre un peu d'argent. Comme ça permet... Parce que c'est sur projet que ça fonctionne, Périclès. Ça, c'est un des trucs qu'on a appris, d'ailleurs, dont on n'a pas vraiment détaillé. Mais ils disent, on reçoit des projets. Ah, tiens, intéressant. Donc, on reçoit des projets. On pourrait peut-être regarder les projets qui sont reçus. Mais on reçoit des projets... On les finance au cas par cas. Il dit qu'ils en ont financé 90. J'ai demandé la liste. Ils me l'ont jamais envoyé. Hein. C'est justement une question qu'on voulait vous poser. Est-ce que finalement vous l'avez eu cette liste? Non, j'ai pas eu de liste. J'ai demandé la liste. Il a dit qu'il voulait faire la transparence. Ils veulent à l'évidence pas faire la transparence. Mais je pense qu'ils mettent des sous partout. Alors après, faut bien voir. Encore une fois, c'est pas pour être inutilement méchant, mais des gens qui sont ou maladroits ou paresseux ou plein de trucs. Hein. Il peut y avoir plein de facteurs d'inefficacité dans l'argent qui est mis. Si je dis je te file un paquet de pognon et qu'on dit au gars si tu fais ce que tu veux avec le pognon, t'inquiète, on a confiance, utilise pour ton projet, qu'il n'y a pas de suivi, potentiellement le pognon il va partir. Hein. C'est des gens de droite. Faut pas oublier que s'ils peuvent en mettre un peu de côté, ça leur va, quoi. Donc moi je vois plutôt ça comme ça. Il met un paquet d'argent. Il se dit, on voit si ça fonctionne. Si ça fonctionne, il en remet et vas-y, c'est parti. Et puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, tant pis. Par contre, là où je vois
un dispositif qui me semble assez clair. C'est, il finance des structures. Donc, tu as des coquilles comme ça, plein de petites coquilles. Soit c'est des structures qui vont servir à financer un gars qui va être, par exemple, je sais pas quoi, influenceur. Donc, on va lui permettre de vivre pendant 1 an ou pendant 2 ans. Je pense que c'est ça, en gros, à quoi ça sert de le financer. Et puis, comme ça, lui, il peut faire son contenu régulièrement. Soit il finance une coquille. Pouf. La coquille permet de donner une officialité. Typiquement, l'observatoire de l'immigration. Et puis, comme tu es président de l'observatoire de l'immigration ou directeur de l'observatoire de machin chouette, vice-président de l'observatoire de bidule chouette, et ben du coup, si tu as des médias un peu complaisants, genre CNews, ils t'invitent, ou Europe 1, ils t'invitent sur leur plateau, tu parles, tu dis une dinguerie une fois de temps en temps, c'est repris sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ça circule. Et puis, il y a des gens pas très malins dans les autres médias qui se disent « Oh tiens, un spécialiste de l'immigration, bah dis on pourrait l'inviter lui, il a dit des choses intéressantes, t'as vu la dernière fois il a dit ça, dis c'est vachement grave. » Est-ce qu'ils vont regarder exactement c'est quoi la structure? Non. Et c'est pour ça que je dis qu'à mon avis, il y a un truc à jouer là pour stopper une partie du dispositif de Pierre-Édouard Stérin. Moi, un des trucs que je vais faire quand j'aurai le temps, Mathis va hurler, mais quand j'aurai le temps, Mathis, t'inquiète. Mais quand on aura le temps, votre enjeu parlementaire qui est en coulisses, juste à côté de mais la à un moment donné, quand on aura le temps, promis, quand on aura le temps, je veux faire la liste. Voilà, je veux dire, machin, il est financé par Pierre-Édouard Stérin parce qu'il est de telle structure. Machin, il est de telle structure. Et ensuite, si France Info, BFM TV, les médias traditionnels, mais non d'extrême droite, a priori, en tout cas c'est ce qu'ils disent, veulent inviter ces personnes-là, mais qu'ils le fassent, mais à leurs risques et périls. Parce que derrière, il va y avoir plein de gens qui au moins seront au courant du fait que les gens qui ont été invités sont des pions de Pierre-Édouard Stérin, qu'il avance, qui bouge, et voilà.